Notamment ce qui se passe au sein du FDFP, on s'est posé la question de savoir ce qui s'est passé réellement pour nous permettre de comprendre. Le petit résumé que je peux faire, c'est que le secrétaire général du FDFP a été suspendu à titre conservatoire par le comité de gestion suite à un rapport d'audit que nous n'avons pas vu, en tout cas nous en tant que journalistes, mais certains confrères l'ont vu et disent que ce rapport fait mention d'un montant de 3 milliards de francs CFA dépensés et non justifiés. Donc, suite à cette suspension, le Collège des employeurs, d'après un communiqué qu'on a vu également, qui n'est pas signé, dit ne pas avoir pris part à la session du 20 août, la session qui a permis donc de suspendre le secrétaire général. Donc, en un mot, le Collège des employeurs ne se reconnaît pas dans cette suspension. La question aujourd'hui est de savoir si, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez observé, est-ce que le président du comité de gestion du FDFP a outrepassé ses prérogatives? C'est un clavier ou là? Oui, Evelyne Deba, tu sais, vous savez, cela pose le problème de la méconnaissance des règles de certains de nos dirigeants quand ils sont à la tête de certaines structures. Tout à l'heure, vous parlez de la question de droit. Vous savez, j'ai 2 articles ici que je souhaiterais vous lire. D'accord, dites. La loi numéro 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux EPN. Et concernant la section sanctions, article 51. Cet article dit les ordonnateurs, les contributeurs budgétaires, les contrôleurs budgétaires et agents comptables sont personnellement responsables des opérations de gestion et de contrôle. Bon, voilà. L'article 12. L'article 51. 52 plutôt. Ça, c'est l'article 51. Mais il faut plutôt lire l'article 52. L'article 52 dit, j'en viens, l'article 52 dit, le conseil de gestion est habilité à demander à tout moment et en toutes circonstances à l'ordonnateur, au contrôleur budgétaire ou à l'agent comptable un rapport sur toute anomalie constatée dans la gestion de l'établissement au regard des dispositions légales et réglementaires le régissant. Au vu du rapport, le conseil de gestion peut diligenter toute mesure de contrôle qu'il juge opportune. Sur le fondement du contrôle effectué et après avoir entendu les acteurs concernés, le Conseil peut, par une délibération motivée, proposer au ministre de tutelle la prise des mesures conservatoires. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que cela a été fait? Les ministres de tutelle qui ont exigé, après coup, c'est-à-dire l'acte posé par... c'est même le président du conseil de gestion, ce n'est pas l'ensemble du conseil de gestion qui a pris la mesure conservatoire suspendant le secrétaire général. Ces ministres-là ont intimé l'ordre au secrétaire général de rejoindre ses bureaux. Et depuis lundi dernier, il est à son poste. Donc, je pense qu'il y a eu une méconnaissance de la loi et je pense que... Méconnaissance de la loi de la part de qui? De la part du président du conseil de gestion. Ou soit peut-être il le sait et il a décidé de fouler aux pieds les règles et c'est ce qui est en train de se faire parce que ce qui s'est passé, et lui-même il a mentionné dans son communiqué, il a dit qu'il y a 12 membres du conseil de gestion. Quand il a convoqué la réunion qui ne s'est même pas tenue dans la salle de réunion, il a convoqué les membres sur qui il a pu mettre la main dans son bureau. Et c'est dans son bureau qu'il y a eu la réunion. Sur 12 personnes, 8 personnes étaient présentes. On n'a pas la possibilité, nous, de vérifier, de confirmer que c'est dans son bureau qu'il a... Oui, mais vous êtes en train de parler à un journaliste. Moi, j'ai investigué avant de venir sur votre plateau ici. D'accord, donc dites-moi. Voilà. Il y a sur 12 personnes, il y a eu 8 personnes. Aux 8 personnes, il a proposé tout de suite de prendre des sanctions. Ils ont dit non, il faut entendre d'abord le secrétaire général. Sur un délai de 48 heures, il a adressé une demande d'explication au secrétaire général. Et ensuite, ils se sont retrouvés, cette fois-ci, ce n'est ni 12, ni 8, ils se sont retrouvés à 5 personnes. Donc, vous voyez là, le quorum n'est pas atteint. Et du coup, ils décident, un noyau de petits copains, ils décident de prendre des sanctions. Le petit copain, c'est quand même un peu gros sur ce plateau. C'est ce que je dis, mais oui, bien sûr. Ils décident, parce que là, il y a une violation flagrante de... Tout à l'heure, on parlait de nos lois. Il y a une violation flagrante des règles. Ce n'est pas ce qui devait se faire. Voilà, donc merci. Nous avons investigué, nous avons approché certains membres du conseil de gestion qui, vous avez noté tout à l'heure, certains ont refusé de participer à cette cabale-là. Selon un communiqué qu'on a vu, et il faut préciser que dans cette affaire, il y a plusieurs versions. Aristide Nkendany. Alors, j'ai la même, puisque
on appelle, on a recoupé les informations. J'ai la même source que... C'est pour ça que j'ai précisé qu'ils lisent l'article 52, la section 12. D'accord. Alors, cette loi de 2020 précise que c'est une loi qui établit les règles générales des EPN. Précise que lorsque le conseil de gestion, le président du conseil de gestion, c'est le ministre de tutelle. Mais il peut déléguer ses pouvoirs à une personnalité. C'est ce qui a été fait pour le cas du président du conseil de gestion du FDFP. Le ministre a délégué ses pouvoirs. Ses pouvoirs. Et c'est bien écrit dans l'article 12, sur les censures, dans l'article 52, que lorsqu'il constate, il propose au ministre de tutelle, et le FDFP sous la tutelle, non seulement du ministre du budget, du ministre de l'enseignement technique professionnel, et même du ministre de l'économie et des finances. Donc, il doit proposer la prise de mesures conservatoires. Mais il est passé outre, il a pris la décision. Et je crois que je ne vais pas revenir exactement. L'information que j'ai eue, c'est la même information que Saint-Claver. Maintenant, ce qu'il faut dire... Mais vous n'avez pas la même conclusion. La conclusion, c'est qu'il a outrepassé ses prérogatives. Hein, parce que les règles sont là. C'est la loi c'est la loi. Mais alors, je vais plus loin. Qu'est-ce qui explique que, Evelyne Deba, alors que les conclusions d'une enquête ne sont pas encore rendues publiques, ça se retrouve déjà sur les réseaux sociaux. Je veux quand même préciser, Evelyne, dans nos investigations, on se rend compte que lorsqu'il y a eu donc ce mouvement de contestation, de bruit, l'inspection générale d'État est allée donc auditer. C'était en février 2021. Et dans les conclusions, ils sont venus, parce qu'on a dit qu'il y a détournement, mais dans les conclusions, ils ont plutôt fait 10 recommandations en disant, on constate qu'il y a méfiance entre les employés. Ensuite, il y a une ligne que vous avez ouverte, ça commence par 6, et vous dites qu'il y a eu des transports, mais vous n'avez pas justif. Ensuite, vous avez envoyé des gens en mission, mais il faut quand même avoir des ordres de mission bien établis. Mais à aucun moment, le rapport de l'inspection générale d'État ne dit que le secrétaire général du FDFP a détourné. Aristide, vous avez lu le rapport? Est-ce que vous avez lu le rapport? Oui, j'ai lu le rapport. J'ai lu le rapport, c'est en 3 pages. Okay. J'ai le rapport, on m'a envoyé le rapport. Mais vous savez, je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé le rapport parce que ce n'est pas public. Absolument. Maintenant, mais je veux quand même revenir sur le cas du président du conseil de gestion. Depuis un certain temps, il pose quand même des actes qui m'interpellent. Face à un adversaire politique sur France 24, notamment Bernard Houdin, M. Joël Nguessan a quand même tenu des propos vis-à-vis de cet homme politique ivoirien qui... Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Non, je veux quand même... Je vais arriver à la conclusion, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Parce que généralement, quand les gens posent des actes, ce n'est pas... la personne visée n'est que la Libye, mais on veut atteindre un autre but. Parce que quand il le fait, alors que le RDR, ensuite le HDP, tout leur combat a été de repousser ce genre de discours. Ensuite, alors que le président de la République dit qu'il s'est fait vacciner, le Premier ministre, le ministre de la Santé fait les promotions, il a un discours complotiste sur le... Encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est pas le sujet. Il n'est pas là pour répondre à vos allégations. Nous voulons parler, revenir à ce qui se passe au sein du FDFP. Je veux dire, il ne peut pas être président du conseil de gestion, ignorer la loi et poser un tel acte qui, visiblement, jette un peu le discrédit sur le fonctionnement managérial du pouvoir en place. Aristide, on vous a bien compris. Valentin Zahui. Non, qu'est-ce que je veux dire? En introduction, vous avez décliné mon statut de consultant formateur. Je pense que c'est à propos parce que ça fait 20 ans que je connais cette maison, qui est une belle maison, d'un point de vue architectural, mais aussi... C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce soir. Non, mais plus sérieusement, non, mais le fond du dossier, je ne le connais pas. Non, le fond du dossier... Mais vous connaissez l'organisation de la maison. Je connais cette maison comme que je pratique depuis 20 ans. Comment elle fonctionne et la loi qui la régit. Le comité de gestion, c'est l'équivalent d'un conseil d'administration, qui est tripartite. Vous avez 4 représentants de l'État, vous avez 4 représentants des employeurs et 4 représentants des employés. Voilà, donc c'est 12 personnes qui donc représentent un peu le conseil d'administration. Et le secrétaire général, il fait office de directeur général. Mais au fond du développement de la formation professionnelle, on parle de secrétaire général, qui donc exécute les décisions du conseil de gestion. Le FDFP, comme je dis, est une belle maison. C'est un institut... en conflit en ce moment. Oui, qui est en conflit, donc mais dites-nous sur le fond du conflit. Ah non, mais ce que je dis, je n'ai pas les éléments, donc je ne vais pas commenter, parce que c'est une action d'audit qui a été commanditée par le gouvernement, et comme dit Aristide, c'est juste pas possible que pendant que ça se fait, on voit des choses sur les réseaux sociaux, mais bon, ça c'est notre problème. Moi, ce que je peux demander, j'appelle à la sérénité, et j'espère que le travail aille jusqu'au bout, et qu'on sache ce qui s'est passé pour que cette maison qui est essentielle dans la valorisation des ressources humaines en Côte d'Ivoire puisse faire son travail pour lequel il a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Achubonga.
Moi, je pense que du point de vue du règlement intérieur et du droit, ce que Aristide et Serge ont dit est assez clair. Mais est-ce qu'on peut se limiter du point de vue règlement intérieur? Je pense quand même que, quelque part, même quand ce n'est pas établi qu'il y a 3 milliards ou 4 milliards de flou dans une entreprise, pendant l'enquête, il faut que les enquêteurs aient, à mon sens, le loisir de travailler. Et pour avoir le loisir de travailler, il faut avoir la responsabilité, au moins, à défaut d'être coupable, un responsable. Et ce responsable des mesures, le principe de la mesure conservatoire, moi, il ne me gêne pas. Je trouve même que c'est logique. Et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une série d'audits qui ont été annoncés en fanfare. Aujourd'hui, ceux qui ont annoncé en fanfare ces audits ont le dos au mur. Parce que si au bout de ces audits, on voit qu'on a arrêté 1 ou 2 personnes, qu'on a mis en prison, qu'on libère après, et qu'on n'a aucun résultat concret de ces audits, ça va casser la confiance. Rien que dans les audits. Ça va casser la confiance dans le discours de contrôle de la chose publique. Et puis quand même, c'est gênant que pour 3 milliards, le débat n'est même plus sur est-ce que c'est vrai qu'il y a 3 milliards ou pas, mais c'est sur des querelles de personnes. Moi, je pense quand même que... Vous pensez que c'est des querelles de personnes? Certains pensent que c'est un conflit... Pour ce qu'on vient de dire. Mais je pense quand même que quand on atteint ces montants-là, il doit y avoir des mesures conservatoires. Moi, je suis de ceux-là. Parce qu'on ne peut pas avoir, même si c'est encore au stade de soupçon, c'est des soupçons graves sur des fonds publics. Donc, on doit avoir des mesures conservatoires pour pouvoir permettre à l'enquête de se faire de façon plus classique. Ça se voit partout. Parce qu'on peut être assis là, et puis il y a 3-4 milliards qui disparaissent, et les gars, ils sont encore là. Ça, à mon avis, ça limite l'enquête. D'accord. Élisée, et ensuite, je vais donner la parole à Maître Suibi. Bon, moi, je pense que mes prédécesseurs ont fait quand même beaucoup de pédagogie pour expliquer un peu l'histoire. On a tous compris. Moi, je pense que c'est très simple, cette histoire. Pour répondre à ta question de façon directe, je dirais il a outrepassé ses pouvoirs. La loi ne lui permet pas de pouvoir démettre le secrétaire général. La loi ne lui permet pas. Parce que le secrétaire général, il est nommé par décret sous proposition du ministre. Décret présidentiel. Bon, fut-il le plus grand ou le plus important président du conseil de gestion qui existe en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas casser un décret présidentiel. Ça n'existe pas. Ce qui casse un décret présidentiel, c'est un décret présidentiel. Donc déjà, sur cette base-là, il a outrepassé ses responsabilités et ses fonctions. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les implications de ce conflit, en fait. Parce que l'une chose est claire. En l'état actuel des choses, cette cohabitation ne peut plus être possible. Ça, c'est une réalité. Elle ne peut plus être possible. Et donc, les pouvoirs publics sont interpellés à trouver une solution pour que la maison retrouve sa sérénité, parce qu'elle est importante, cette maison, au regard de ses missions. Donc, il est important que les pouvoirs publics trouvent vraiment une solution le plus rapidement possible, afin que la sérénité revienne dans la maison. Pour rejoindre un peu Arthur, je suis d'avis, c'est-à-dire que, bon, mais je pense, moi je pense qu'aussi il ne faut pas perdre de vue le timing dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, on est dans la vacance du gouvernement, en fait. Donc, le gouvernement doit reprendre probablement la semaine prochaine, je crois, selon ce que j'aurais appris. Donc, je pense que quand le gouvernement reviendra, c'est forcément des sujets qui vont être sur la table du Conseil des ministres et qui va certainement trouver des solutions. Mais il est important vraiment qu'une chose soit faite rapidement possible pour que cette maison retrouve sa sérénité. Merci. On a l'avantage d'avoir un juriste sur ce plateau, un avocat, Maître Suibi. Dites-nous sur le fond du dossier, l'aspect juridique notamment. Ok, merci madame. Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que sur le dossier, malheureusement, peut-être par la faute des acteurs, on n'a pas d'informations précises. Voilà, parce que les journalistes qui sont sur le plateau ont donné des informations, on dit qu'ils ont mené leurs enquêtes, et donc ils nous sortent des informations. Ensuite, on a vu des communiqués, notamment du président du conseil de gestion. Ensuite, vous avez tout à l'heure fait référence à un communiqué d'un groupe des administrateurs et autres. Donc, finalement, il y a tout un flou autour de cette affaire qui me désole parce qu'on parle quand même, les chiffres qui sont annoncés, à supposer que ces chiffres-là soient vrais, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, de deniers, je dirais, publics. Donc, on ne peut pas, dans une affaire où il est question de détournement supposé de deniers publics, rester en train de se battre sur des questions de procédure, qui a le pouvoir de faire quoi. Et finalement, on ne parle même pas du fond. Parce que dans le fond ou dans les mesures qui ont pu être prises et faire référence à une loi, mais je dirais que le conseil de gestion même est apparu lors d'une réforme qui a eu lieu en 2019.
avec la mise en place d'un conseil de gestion et ce décret, donc qui est le texte qui organise le FDFP, dit clairement que le fonds est placé sous l'autorité et le contrôle de ce conseil de gestion. Donc il fait office de structure chargée donc de contrôler le fonctionnement et la gestion du fonds. Et dans la mesure qui a été prise, d'abord de façon globale, je voulais faire une distinction. Parce qu'il a dit tout à l'heure, on ne peut pas, seul un décret peut casser un décret, c'est vrai. Mais dans ce genre de situation, il faut faire la distinction entre le pouvoir de nomination qui va de pair avec le pouvoir de démission ou de limogeage et le pouvoir de suspension, qui est une mesure provisoire, qui peut être prise par l'autorité qui n'a pas nommé. On a eu des précédents dans ce pays. Okay. Voilà, je rappelle que quand il y a eu le scandale des déchets toxiques, le Premier ministre de l'époque, Charles Konan Banny, avait suspendu 3 directeurs généraux, celui des douanes, celui du port et celui des affaires maritimes et portuaires, qui avaient été nommés par décret du président. Il les a suspendus le temps d'une enquête. Au bout de l'enquête, le président avait pris une décision pour rétablir le DG des douanes et celui du port dans leurs fonctions. L'autre, celui des affaires maritimes, est resté suspendu. Il y a aussi le précédent de la RTI, où on avait tous suivi le conflit entre le ministre de l'époque de la communication, Soro Diom, et le directeur général, Aboké, qui avait été nommé également par le président, mais que Soro Diom, qui avait fait l'objet d'une menace, tout ça, avait suspendu. Il y a plusieurs exemples déjà, je vais dire, qu'on a vu dans ce pays, où l'autorité de tutelle, le supérieur hiérarchique direct, peut, face à certaines situations, et vu l'urgence, prendre une mesure qui est provisoire en attendant que l'autorité compétente se prononce. D'accord. Donc, dans le cas du FDFP... S'il vous plaît, merci. Non, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, il va finir, voilà, merci. Je n'ai pas fini. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une sorte de flou qui me désole, parce que quand je lis le communiqué des employeurs, voilà, du collège des employeurs. Un communiqué qui, je précise, qui n'est pas signé. Voilà. Voilà, je veux dire, si ce communiqué-là vient effectivement de ce collège-là, pour moi, ça pose un problème. Parce que si on s'en tient, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a des informations qui viennent de gauche à droite, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Et ça m'étonne, parce que le président du conseil de gestion, par exemple, c'est un ancien ministre, on a le secrétaire général, il aurait fallu qu'on ait une communication plus claire pour savoir ce qui s'est passé réellement. Le secrétaire général lui-même, je ne crois pas avoir entendu quelque part une communication officielle venant de lui. Voilà, donc on a un flou total. D'accord. Voilà. OK, il nous reste que quelques secondes sur ce sujet, sinon on a débordé. Il y a une précision importante quand même qu'il convient de faire ensuite de ce que Maître a dit. On est entièrement d'accord avec lui sur la question de la mesure de suspension. Mais comme Saint-Claver l'expliquait tout à l'heure, peut-être que ça a dû lui échapper. La nomination du secrétaire général est faite par décret, mais sous proposition du ministre de tutelle. Donc, s'il y a suspension qui doit avoir lieu en réalité, cette mesure conservatoire doit être prise par la tutelle, en fait, qui, elle, maintenant, va la soumettre en conseil des ministres afin que le président prenne le décret. Mais ce n'est pas le président du conseil de gestion, en fait. Assez vite, Saint-Claver, là, et ça sera le dernier mot sur ce sujet. L'article 52 est précis là-dessus. Je pense que Maître a pris des exemples qui, ici, ne corroborent pas avec... Ici, on a dit que le conseil de gestion fait la proposition au ministre des tutelles de la prise d'une mesure conservatoire. Le ministre des tutelles n'a pas été saisi. C'est lui, à son niveau-là, qu'il décide de prendre cette mesure conservatoire. Vous voyez, donc, Evelyne, pour les téléspectateurs, c'est quand même important. Assez vite. Lorsque Charles Konan Banny prend la décision dont parle le maître, à cette époque, il y a une sorte de cohabitation en Côte d'Ivoire. Quand on va chercher Charles Konan Banny comme Premier ministre, on lui donne tous les pouvoirs à cette époque. Non, il n'a pas le décret. Non. Oui, mais il n'a pas le décret, mais il avait... S'il vous plaît. On était dans une situation particulière. S'il vous plaît. On était dans une situation particulière. Merci, ce n'est pas le thème de ce soir. Merci.